le musée d'art de Nantes présente, jusqu'au 11 février 2024, une grande exposition consacrée à Suzanne Valadon, initiée dans un premier temps par le Centre Pompidou-Metz. Cette réunion de quelques 120 œuvres témoigne du retour en grâce de cet artiste original, qui fut dès son plus jeune âge au cœur des foyers artistiques montmartrois. Cela nous a donc donné envie de poser notre regard sur ces relations artistiques intenses de Valadon, de modèle à peintre elle-même, d'un côté et de l'autre de la toile. Marie-Clémentine Valadon est une enfant de la butte. Elle grandit dans la débrouille et devient modèle dès l'âge de 15 ans, en 1880, après avoir dû renoncer à une carrière d'acrobate. Assez mal vue, du moins jugée peu convenable mais pourtant assez répandue, un marché de modèles se réunit ainsi tous les dimanches à Pigalle, cette profession a néanmoins un intérêt, elle est rémunératrice. Marie-Clémentine change alors de nom et devient Maria. Durant presque 7 ans, elle pose très régulièrement, entrant par ce biais dans l'atelier de peintres reconnus, comme Jean-Jacques Henner, Auguste Renoir ou encore Pierre Puvis de Chavannes, mais aussi d'artistes plus confidentiels, installés à Montmartre. Elle marque de son sourire les compositions de Toulouse-Lautrec ou encore du catalan Santiago Rusiñol, qui l'a peint en 1894, riante, accoudée de manière décontractée à une cheminée, un tableau aujourd'hui conservé au Musée national d'art de Catalogne à Barcelone. Entre-temps, elle donne naissance en 1883 à son fils, qui deviendra lui-même un célèbre peintre montmartrois, Maurice Utrillo. Durant toutes ces années, Valadon n'en oublie pas pour autant de dessiner. Sans doute que ses multiples rencontres artistiques la stimulent. 3 ans après le début de sa carrière de modèle, elle réalise ce qui constitue sa première œuvre connue, un autoportrait au pastel. Elle prend alors le nom de Suzanne Valadon, à la suite d'une blague de Toulouse-Lautrec à son sujet, l'associant au personnage biblique de Suzanne, épiée par des vieillards dans son bain. Comme les autres artistes de sa génération, Suzanne se révèle marquée par l'estampe japonaise, alors diffusée en masse à Paris. De la même manière que les autres ont pu la peindre, elle fait de même avec ses amis dès ses débuts. À l'orée des années 1890, alors qu'elle fréquente le compositeur Éric Satie qui habite comme elle rue Cortot, elle lui tire le portrait. Lui-même la croque abondamment sur du papier à musique. Cette petite peinture à l'huile précoce de Suzanne, où pour la première fois elle n'est plus modèle et pas un autre artiste, montre tout son goût pour la couleur qui fait ressortir les traits du visage et le sourire malicieux du compositeur. Hélas, cette amourette ne dure qu'un temps et ils se séparent 6 mois plus tard. Profondément touché, Satie compose Vexation, une composition délirante où le motif doit être répété 840 fois et peut donc durer jusqu'à 24 heures. Alors que sa renommée en tant que peintre voit le jour au seuil de l'année 1894, sa production de portraits se poursuit, dont certains sont de véritables commandes. Les effigies peintes par Suzanne Valadon témoignent d'un entourage où se mêlent les liens familiaux, amicaux et professionnels. Elle se plaît à en faire le cœur de ses expérimentations plastiques. Rencontré en 1909, son second époux, André Hutter, sera croqué et peint à plusieurs reprises par sa femme artiste. Viennent ensuite des marchands comme Bert Weil, ses amis comme Nora et Georges Cars, ou encore les collectionneurs comme le médecin Robert Lemalle et même Louis Moisès, le fondateur du célèbre Bœuf sur le toit. En somme, c'est tout un écosystème qu'elle couche sur la toile, toute une époque. Cultivant les amitiés, se faisant reine des soirées montmartroises avec ses camarades artistes, Suzanne Valadon laisse un grand vide à son décès en 1938, alors même que l'effervescence s'est déplacée depuis un moment à Montparnasse. Elle est enterrée sur la butte, en présence de Picasso, Derain, Rouault. Quelques semaines plus tard, le même Picasso, accompagné de Maurice de Vlaminck et Raoul Dufy, publie dans Beaux-Arts une lettre s'insurgeant contre les ragots colportés à propos de Suzanne et son fils par Paris Soir. Preuve, s'il en fallait encore une, de l'attachement profond qui liait ces artistes à Suzanne Valadon, incontournable figure du Montmartre de la fin de siècle. Pour clore cet épisode, voici quelques-uns de nos échanges enregistrés en marge de l'exposition avec Sophie Lévy, directrice du musée d'art de Nantes. Ce qu'on a oublié, c'est que finalement c'était quand même des petits milieux où on était assez seul et où il fallait se serrer les coudes tout simplement. Et donc je pense que c'est symboliquement aussi, bon d'abord c'est des modèles sympathiques qui sont tout à fait prêts à se faire portraiturer et à se... Il y a une amitié quoi, qui fait qu'on accepte tout simplement de poser gratuitement pour l'autre. Mais c'est aussi symboliquement une manière
de se valoriser en tant qu'artiste et de défendre cette frange finalement assez solitaire et difficile. Mais en même temps fière. Enfin voilà, parce qu'on voit ça chez Modigliani aussi, oui, on sûr. voit ça chez beaucoup d'artistes de cette pratique finalement du portrait, qui est une manière en fait aussi d'affirmer un milieu, quoi. Un milieu. Mais je ne sais pas si c'était stratégique, mais je pense que c'est une manière, c'est ce qui ressort, je trouve, de cette génération. C'est une manière d'affirmer par le portrait une fierté d'un milieu marginal, voilà, pour résumer. Oui, c'est ça, de dépeindre ses amis qui sont potentiellement pas artistes jusqu'à ses amis artistes en passant par les galeristes et les marchands. Alors, quant aux galeristes, collectionneurs, marchands, ça c'est aussi tout simplement une pratique de commande qui est une manière d'aider. Quand on voulait aider un artiste, on pouvait lui acheter des tableaux, mais on pouvait aussi lui commander son portrait, quoi. Ce qui était une manière finalement bon, peut-être aussi d'exprimer sa fierté de collectionneur. Maintenant, on met des noms sur des musées, et à l'époque, on se faisait beaucoup représenter. Mais ça aussi, c'est une pratique classique et dont le but est essentiellement d'aider les artistes et pour les artistes de rendre hommage à ceux qui les aident. Et avec d'une manière très indifférenciée entre les critiques d'art, parfois des conservateurs de musées, des marchands, des collectionneurs. Et dans le cas de Valadon, même l'entourage des marchands, collectionneurs, etc. Mais je me souviens que quand on avait fait une rétrospective Modigliani, Dutilleul n'avait aucun goût pour l'autoportrait, mais il s'est dit que ça allait donner un peu d'argent à Modigliani, outre les tableaux qu'il achetait, parce que là on était sûr aussi que l'argent arrivait directement au peintre, contrairement à des tableaux que vous achetiez à travers les marchands. Si vous lui commandez un portrait à un artiste, vous le payez directement, donc vous l'aidez. Donc je crois que c'est aussi ça, ce que ça illustre en fait, finalement un marché de l'art qui se structure et où il y a aussi une sorte rapport indifférencié entre collectionneurs, marchands, critiques d'art, galeristes, parfois conservateurs. On voit ça aussi chez Picasso. On voit ça vraiment sur toutes les artistes de cette génération. Et d'ailleurs, Madame Cocchio, il y a un très très beau portrait par Picasso de Monsieur Cocchio, qui est au musée Picasso. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit les mêmes modèles revenir. C'est comme une espèce de portrait d'un Paris de l'avant-garde. C'est ça, d'une époque. Par les visages, par les décors, les intérieurs, les ateliers. Oui. Il y a quelque chose d'à la fois très intime et très solidaire dans ce milieu, mais qui encore une fois a été composé de quelques dizaines. Oui, c'est ça. Qui aujourd'hui sont mondialement connus. Mais à l'époque, bien sûr. Ils se serraient les coudes. Avec cette dimension aussi de marginalité parfois de religion, de nationalité. On a vu, il y a des Tchèques, des Catalans. Kars, qui a fait son portrait sur son lit de mort, était un ami tchèque. Inet était également tchèque. Donc en fait, il y a aussi ce lien assez fort entre une marginalité d'artistes et aussi des artistes qui viennent un peu des quatre coins de l'Europe. Oui, et la notion de solidarité est très intéressante puisque c'est ce que vous écrivez dans une des parties de l'exposition, c'est que lorsqu'elle décède, c'est Montparnasse qui est à la mode et plus trop Montmartre, et les artistes vont quand même signer une tribune, vont la défendre, être à ses funérailles, ce qui n'a pas été toujours le cas pour certains artistes potentiellement qui ont pu mourir tout seuls et finir tout seuls, mais elle était vraiment très entourée. Et c'est ça qui a été oublié, c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'elle a vraiment, c'est une réussite assez éclatante, surtout quand on regarde d'où elle part. Et une reconnaissance pleine et entière. Et puis, bizarrement, très vite après sa mort, une espèce de redisparition. Et en fait, on s'est rendu compte en y réfléchissant que finalement, il y a pas mal de choses qui se passent dans l'entre-deux-guerres et qui disparaissent dans l'après-Seconde Guerre mondiale. La présence des femmes artistes, une certaine audace, un certain rapport plus libre. Et bizarrement, avec l'arrivée, on pense souvent à l'après-guerre comme l'arrivée de l'abstraction.
et les contre-coups des horreurs de la guerre, mais aussi finalement chacun revient un peu à sa place. Et en particulier dans le rapport homme-femme. Et puis le marché de l'art devient carrément beaucoup plus professionnel après la Seconde Guerre mondiale. Oui. Ça prend beaucoup d'ampleur avec l'arrivée des Américains, qui étaient déjà des collectionneurs pendant l'entre-deux-guerres, mais ça prend encore plus d'ampleur. Et par conséquent, tout se professionnalise et devient un peu moins justement des amitiés, des solidarités. Bon, je caricature évidemment un peu, Bien sûr. parce qu'il y a bien sûr encore des cercles d'artistes. Dernier petit point que j'aimerais évoquer, le portrait juste de Satie, qui est donc une œuvre, un de ses premiers tableaux peints, en fait, ce portrait-là, et qui est conservé au Centre Pompidou. Oui. Centre Pompidou, c'est ça. Donc, en fait, Et donc il y a aussi un petit dessin, alors qu'on a reproduit sur cette sorte de fausse vitrine, petit dessin par Satie de Suzanne Valadon. Et ça a été un amant, tout simplement, c'est une histoire d'amour passionné. Et donc je ne sais pas si dans son regard, si c'est un hommage au compositeur ou tout simplement quelqu'un de proche d'elle. Oui. Avec la lettre en dessous. Avec la lettre. La lettre semi-enflammée, ça s'est on mal comprend terminé. le personnage aussi. Et puis il y a cette fameuse histoire de il a composé un morceau de musique absolument lancinant et exaspérant, qui est une sorte de vengeance, un peu de manière de... Mais moi je trouve ça intéressant, c'est pas pour faire de la psychologie de comptoir, mais même dans la lettre, en sachant qu'ils sont soi-disant ensemble, on sent le personnage un peu dépressif, un peu compliqué en Satie. De toute façon on sait qu'il finit un peu... Il a eu une vie un peu délicate, mais bon, voilà. Mais elle a eu aussi une histoire avec Toulouse-Lautrec, donc on sent qu'elle c'est une femme qui aime les personnalités un peu hors du commun, quoi. La seule exception, mais qui est peut-être une exception de convenance, c'est ce Paul Musi qu'elle a épousé en premier et qui n'était pas du tout dans le milieu artistique. C'est plutôt lui l'exception qui confirme la règle, en fait. Parce que toutes les autres personnes de son entourage, c'est vraiment une espèce de... On sent une camaraderie, quoi. Voilà, une camaraderie artistique. Ouais. Un vrai milieu, un vrai cercle. Un vrai cercle. C'est intéressant. Et aussi très populaire, avec une absence de mépris de classe, quoi. Et donc elle n'a jamais accédé, je pense, à vraiment des cercles plus bourgeois. Je faisais la comparaison avec Marie Cassatt, mais c'est pas du tout le même milieu, et jamais Marie Cassatt n'aurait parlé à Suzanne Valadon. Il y avait des différences de milieu. Marie Cassatt, elle est la fille d'un industriel nord-américain avec une fortune personnelle très importante. Toute la famille a décidé de l'aider à être artiste, donc ça avait quelque chose bien sûr d'assez inconvenant simplement par le fait qu'elle était artiste, mais quand même elle a respecté très strictement les règles du comportement d'une femme de son milieu. Alors, donc du coup, c'est ça qui est drôle, c'est qu'elles étaient toutes les deux des artistes assez audacieuses, mais jamais elles se seraient adressé la parole. D'accord, à ce point-là. Non, en fait, c'était impossible. Et Degas, qu'on a souvent traité d'un vieux misogyne, et c'est le paradoxe de Degas, il a quand même aidé plusieurs femmes dans leur carrière, et avec une espèce de respect pour l'artiste. Ça, c'est intéressant aussi, en fait. Et aussi, pour boucler la boucle de cette camaraderie, ils se collectionnent les uns les autres. Alors, Valadon, je crois pas. Mais bon, Picasso, c'est connu. Degas, c'est connu. Ça veut dire qu'on regarde le travail des autres, on le respecte, on l'aime, et chacun se côtoie et c'est de là que naissent toutes ces originalités, cette singularité d'œuvres d'artistes. Ils étaient très souvent collectionneurs, ils s'échangeaient des œuvres, ils s'achetaient mutuellement des œuvres. Ça, c'est la dernière touche, mais pas Valadon. Enfin, à ma connaissance, elle n'était pas collectionnée. En tout cas, j'ai pas trouvé de signe du fait qu'elle avait des œuvres d'autres artistes. Bon, à part sa famille. Mais il y avait un vrai regard, quoi qu'il arrive. Il y avait un regard et une capacité à se nourrir de plein de choses différentes. Voilà. On pense à plein de gens et en même temps, c'est elle. Ce qui est propre de pas mal d'artistes.
Donc c'est ça qu'on a voulu faire en fait, c'était de montrer bien sûr sa singularité, mais sans l'isoler. Ouais. Pour plonger dans l'œuvre de Suzanne Valadon et de ses amitiés artistiques, rendez-vous à Nantes jusqu'au 11 février 2024. Le catalogue édité par le Centre Pompidou-Metz constitue également une bonne somme. Enfin, prévoyez de vous rendre au musée de Montmartre. Votre découverte de cet enfant de la butte n'en sera que plus complète.